Merci, monsieur le directeur de l'industrie et des mines, et félicitations pour cette présentation qui est en fait complète. Je vous invite bien sûr à vous asseoir pour participer à la modération des débats. Monsieur Hachour, PDG du port, si vous voulez être avec nous, ou vous, non? Ok. Donc on attend le recteur, donc il va être avec nous. Bien écoutez, sans plus tarder, donc nous ouvrons le débat, et donc nous sommes à l'écoute de vos questions. Il y a un micro qui est là donc et qui est dédié à vos interventions. Bon, ma question, il porte sur les zones d'activité existantes au niveau de la wilaya de Bijaya. Voilà. Selon le CALPIREF, il y a quatre zones. Une zone à Kharata, une zone à Seddouk, la zone d'Akhnak, une zone à Fnaya al-Qsr et une zone à Bnijlil. Non, à Boujlil, pardon, à Boujlil. Donc, il me semble que ces zones-là la gestion de ces zones et leur répartition, elle est confiée à l'agence foncière. Et selon la direction de la wilaya, la direction de l'industrie et des mines de la wilaya, ces quatre zones sont gérées par l'agence foncière. Et l'agence foncière elle-même, on s'est déplacé au niveau de cette agence pour s'enquérir réellement de la situation de ces quatre zones. Ben, à notre surprise générale, ils ont annoncé qu'il y a uniquement 3 zones. La zone de Boujlil, ils en ont dit que c'est une zone qu'ils ignoraient totalement. Ça, c'est pour les zones les zones industrielles existantes. Autre chose, on veut bien savoir quelques éclaircissements sur les zones industrielles et les zones désignées comme des zones d'activité et les zones d'activité à caractère industriel. Si c'est possible de nous faire une petite distinction entre ces 3 catégories de zones disponibles. Et on vous remercie, monsieur le directeur de l'industrie et des mines. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc c'était monsieur Touati, nos transitaire et membre du FCE. Allez-y. Monsieur Mahoui Karim, maître de conférence, faculté d'économie. Voilà, et auteur d'un ouvrage sur le foncier urbain. Donc, j'aimerais d'abord solliciter monsieur le directeur de l'investissement. En tant que chercheur, est-ce qu'on aura la possibilité d'accéder à ces informations dans le cadre de recherche ultérieure? Il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser, mais pour ne pas monopoliser le débat, je vais poser d'abord la question sur l'existence d'une réelle évaluation du potentiel foncier à BGA. Pour préciser exactement ma question, puisque on a dénombré le nombre de zones d'activité, mais il me semble, à travers le constat, l'observation, donc elles sont qualifiées de zones d'activité par exemple, mais
est-ce qu'elles ont vraiment la vocation de zone d'activité? Puisque le simple citoyen, il observe beaucoup plus de villas que d'espaces industriels ou de services. Donc, les zones d'activité dédiées donc, initialement à héberger ou à être des espaces d'activité, malheureusement on observe, elles sont submergées par des habitats, des villas, etc. Donc elles ont dévié de vocation. D'accord. Ensuite, sur le bilan des investissements de réhabilitation de ces zones d'activité industrielle, donc vous dites que les investissements dédiés à la réhabilitation sont presque achevés. Je ne sais pas. Donc, je me pose la question si on se déplace sur certaines zones. Par exemple, je prends la zone d'El-Qsar. Quand même, il y a certains... Donc, on ne constate pas un achèvement de ces investissements, de ces travaux de réhabilitation. Donc, il y a eu donc de l'argent qui a été dépensé pour ces réhabilitations, mais est-ce qu'on a vraiment un bilan sur ces investissements de réhabilitation? Je pose peut-être, j'ouvre une question à travers la réflexion sur la gouvernance de ces zones industrielles et zones d'activité. La personne qui m'a précédé a raison de poser la question de la gestion de ces zones d'activité. Il me semble, à travers ma petite recherche, à ma connaissance, ce sont les SGP qui sont désignés à gérer les zones d'activité et les zones industrielles. Donc, les SGP donc, sont des organismes donc, publics. La problématique de la gestion des zones industrielles et d'activité, ici j'ouvre une parenthèse, hein, donc ça va inciter à réfléchir. La gestion de ces zones, elle est l'apanage d'un organisme public. Or, les acteurs de ces zones industrielles et d'activité sont principalement des acteurs privés. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'association de ces acteurs privés dans la gestion de ces zones? Parce que maintenant, on a entendu le ministre de l'Industrie et des Mines, on a entendu les directeurs de ces SGP appeler à collaborer avec les partenaires privés afin de gérer, faute donc de moyens et d'incapacité à gérer individuellement ces zones d'activité industrielle. Donc ici, je ne sais pas si j'ouvre le débat parce que le constat sur la gestion des zones d'activité à l'échelle nationale, ce n'est pas seulement à l'échelle de BGA, donc c'est un constat malheureusement amer. Donc la meilleure façon donc, de juger du résultat, c'est de comparer par rapport à des voisins. Vous prenez par exemple la Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un exemple donc, en matière de gestion des zones industrielles. Heureusement, vous avez donc l'ANIRF qui a sollicité donc, l'assistance des Tunisiens sur ce plan. Donc j'appelle ici, je ne sais pas, une réflexion sur la gestion des zones industrielles à travers des cadres de partenaires. Peut-être ici je parle donc à la place des acteurs principaux qui sont concernés, à savoir les industriels. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis M. Meradi Ouari, maître de conférence à l'Université de Béjaïa, plus précisément à la Faculté des sciences économiques. J'ai une question à poser concernant la stratégie industrielle au niveau de la Wilaya de Béjaïa. Est-ce qu'il existe vraiment une telle stratégie et si elle existe, elle est fondée sur quoi? Est-ce qu'elle a des visions futuristes? Est-ce qu'elle prend en considération le potentiel local et la vocation locale? Deuxième question,
Elle concerne le rôle qui doit être joué et attribué à l'université de Bijaya en termes de recherche et développement, mais également en termes de coopération avec les entreprises à l'échelle locale, mais également en termes de formation des compétences qui vont être mises au service des entreprises localement installées. Donc la question, quel est le rôle que doit être joué et également quel est le rôle qui a été attribué à l'université de Bijaya en termes de formation de ces compétences. Merci à vous. C'est M. Hayoun, chef de service au niveau de la direction de l'emploi. Nous avons remarqué un grand nombre d'entreprises, que ce soit petites ou moyennes, ou grandes entreprises au niveau de notre wilaya. En matière de création de l'emploi, je crois qu'il faut, je ne sais pas quel est le moyen, soit d'exiger de ces entreprises à encourager la création d'emplois dans le cadre du CTA. Je m'explique, le CTA, c'est le contrat de travail aidé. Il y a une contribution de l'État pendant 3 années, mais normalement, dans le cadre du respect des instructions ministérielles, ces entreprises doivent s'engager à prendre en permanence ces employés. Merci. Abdelaziz Lotfi, investisseur, promoteur au niveau de la région de Béjaïa. Donc moi je vais être pragmatique. Je suis investisseur, je dépose un dossier. Le dossier il est au niveau de la wilaya. Quand est-ce que mon entreprise pourrait espérer avoir une réponse, puisque vous avez dit dans votre allocution que vous avez agréé des dossiers. En tant qu'entreprise, malheureusement, nous n'avons rien reçu. Donc on aurait souhaité savoir pour la zone industrielle quand on pourrait avoir réellement avis favorable ou défavorable pour commencer à investir, d'autant plus que vous dites que l'entreprise c'est le réceptacle, c'est le garde-fou de tout dérapage, c'est l'encouragement au développement de la région. Donc je veux être pragmatique. J'ai déposé un dossier, Ourtesh, on pourrait avoir une réponse. Ourtesh, cette zone industrielle serait prête à nous recevoir. Merci. Salam alaikum, Azulf Lawan, chez le Malik, consultant dans le management de la qualité. Ma question sera très simple. Je devrais la poser pour son Excellence, M. Louali, qui a mis le point sur la qualité et la gestion rationnelle des ressources. Donc, quelle est votre démarche vis-à-vis de ces bureaux au lieu d'aller vers des bureaux étrangers? On a des compétences. On a des cadres, on a même des étrangers qui travaillent dans des boîtes algériennes de référence internationale. Je vous remercie infiniment. C'est bon. Donc, le premier intervenant a posé le problème des zones d'activité, zones industrielles, la gestion et la vocation est
comment on peut définir une zone industrielle, une zone d'activité. Donc, il me semble que la différence, elle est toute faite. Une zone d'activité, une zone industrielle, une zone d'activité, elle est créée localement par délibération de l'APC. Une zone industrielle, elle est créée par des textes juridiques, c'est décrets décrets exécutifs et décrets. Le niveau de création, il diffère d'un niveau à un autre. Donc c'est pour cela qu'il faut faire la différence. Il se trouve que pour une zone d'activité, elle a la vocation d'attirer des activités de transformation, des activités industrielles, des activités de stockage et tout ça. C'est vrai que dans certains cas, on voit des zones d'activité détournées de leur vocation initiale. Ça, c'est un constat qui est fait par tout le monde. Mais ce qui est fait est fait. Tout ça va nous permettre plus tard de réfléchir à mettre des mécanismes de contrôle efficient, à même d'éviter que ces erreurs et ces mêmes usages soient reconduits. Donc, pour ce qui est de la gestion d'une zone, des zones d'activité, des zones industrielles, il y a pour chaque wilaya une société de gestion immobilière qui a été créée à l'effet de gérer les zones industrielles et les zones d'activité d'importance, d'une certaine importance. Donc pour la wilaya de Béjaïa, il y a une AGI qui gère les deux zones industrielles de la wilaya de Béjaïa, celle d'Aqbou et celle de Béjaïa, et elle gère aussi deux autres zones d'activité qui ont une certaine importance économique. Donc maintenant, s'agissant de faire intervenir d'autres acteurs pour les faire participer à la gestion des zones ou non, ça c'est une question qui reste posée. Mais il me semble que ces derniers temps, nous assistons à un remodelage, à une refonte de cet organe de gestion. La SJ actuellement, d'après les textes, je ne sais pas si le directeur de la SJ il est là, voilà, le directeur de la SJ il est là, donc il est en train les SJ sont en train de traverser une phase de restructuration. Peut-être que le directeur du SJ va intervenir pour apporter quelques précisions là-dessus. Mais la gestion, jusqu'à preuve du contraire, actuelle de ces espaces industriels est confiée à un organe public, à un organisme public. L'utilisateur du foncier, l'investisseur, l'industriel, il est lié par un cahier des charges. Par un cahier des charges qui engage les deux parties à respecter un certain nombre de clauses, soit les paiements des quotes-parts et aussi ce que doit, de l'autre côté, en face de ces dépenses, l'organisme de gestion, qu'est-ce qu'il doit dispenser au niveau de la zone. Concernant ça, ce point aussi a une relation avec la gouvernance de ces zones. Donc, associer le concerné directement, qui est l'utilisateur ou non, à la gestion de la zone, il est directement ou indirectement, il est lié. Directement ou indirectement, il est lié. La gestion, ce n'est pas uniquement les espaces communs, la voirie, l'éclairage et tout ça, la clôture, mais
le périmètre de l'entreprise aussi, il doit être géré par l'industriel. Donc, il doit veiller à ce que ce périmètre soit bien d'abord éclairé, l'espace immédiat, à savoir la voirie, doit être bien faite et tout ça. Donc, il y a directement ou indirectement, il est lié. Donc, s'il paye encore la quote-part, ça va constituer des réserves suffisantes pour la SGP, pour la EGI, pour prendre en charge les travaux nécessaires. Et c'est pour aussi améliorer les conditions d'activité et les conditions d'utilisation et de travail au niveau de ces zones. Donc, il me reste quelques points. Oui. Et entrer à soi-disant la stratégie industrielle, à la qualité aussi des travaux réalisés au niveau de ces zones. Bon, c'est vrai qu'il y a des zones d'activité qui ont bénéficié d'une opération de réhabilitation. Ces opérations de réhabilitation, elles ont été pour l'essentiel entamées, et dans certaines zones, il y a eu des travaux à réaliser. C'est vrai que peut-être la qualité des travaux ne répond pas aux attentes des industriels et des utilisateurs, pour la simple raison que les enveloppes ou les autorisations de programme allouées initialement ne permettent pas la prise en charge de tous les lots de VRD qui sont parfois dans un état, je dirais, déplorable. L'aménageur, enfin le maître d'ouvrage, a aménagé en fonction et à la hauteur de l'AP qui lui a été notifié. Donc, c'est vrai qu'il y a nécessité de faire un autre diagnostic et de cibler et de localiser les points noirs au niveau de ces zones, et aussi compléter les ouvrages manquants tels que le réseau gaz, le réseau d'adduction, l'amener à l'énergie électrique, le réseau enfin le transport gaz et tout ça. Il faut faire un constat au niveau de chaque zone, cibler des priorités et soumettre à qui de droit l'inscription de ces opérations-là. Et comme aussi une autre mesure qui a été prise par les pouvoirs publics, c'est de faire aussi associer les industriels et les utilisateurs aux travaux de viabilisation. Donc, ce n'est pas uniquement le trésor public qui finance ces travaux, il faut aussi que les industriels et les utilisateurs s'associent pour prendre en charge leurs problèmes. Maintenant, question de stratégie industrielle, existe-t-elle ou existe ou elle n'existe, si elle existe ou si elle n'existe pas, c'est tout à fait, depuis tout à l'heure, à travers toutes les interventions qui ont été faites, nous avons à chaque fois évoqué qu'il y a un paysage économique nouveau, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour la wilaya de Béjaïa. La wilaya de Béjaïa, elle s'inscrit dans ce paysage, ce nouveau paysage économique, et elle aspire à devenir mieux que ça. Bien sûr, par le biais des parcs industriels, l'un qui est déjà lancé en réalisation et l'autre en étude. Donc il y a déjà un premier ancrage pour placer la wilaya de Béjaïa dans la sphère des grandes wilayas où il lui est attribué une fonction sur l'échiquier économique et industriel. Béjaïa deviendra un pôle de compétitivité nationale par rapport à certaines fonctions de l'agroalimentaire.
Ça, c'est un objectif. Mettre en place les moyens pour arriver pour atteindre cet objectif. Nous sommes en train de les mettre. Il y a ces parcs industriels et il y a aussi une autre démarche qui consiste à, je dirais, créer des projets de qualité. Créer des projets de qualité et qui, je dirais, s'inscrivent dans les filières industrielles prioritaires et qui ont un lien direct avec les potentialités et ressources de la wilaya de Béjaïa. Donc, ces filières, elles sont connues par les textes, donc c'est l'agroalimentaire, c'est la pharmacie, enfin c'est le médicament, c'est l'industrie mécanique, c'est les TIC, c'est tout ce qui est textile, tout ce qui est lié à l'innovation technologique. Donc tout cela, il existe, même en termes de traitement et de prise en charge des dossiers, elle se fera par rapport à ça. L'évaluation d'un projet industriel, au niveau du traitement et de l'examen, se fera par rapport aux filières prioritaires dégagées ou identifiées à l'échelle, identifiées par les textes. Maintenant, s'il s'agit je dirais, d'intéresser aussi ou d'intégrer l'université à la formation, ça c'est même, je dirais, ce genre je dirais, d'association qu'il faut, ce type d'association qu'il faut rechercher avec l'université. Il ne faut pas le rechercher qu'à titre de l'événementiel, mais il faut l'intégrer dans le cadre de la formation de la ressource humaine. Pour créer un pôle industriel, il faut bien qu'il y ait à côté un pôle universitaire, une diversification de la formation de la ressource humaine pour alimenter le marché de l'emploi, pour créer, pourquoi pas, un bassin d'emploi pour la wilaya de Béjaïa. Parce que avec la création de ce pôle de compétitivité, il faut bien qu'il y ait une qualité de la ressource humaine. Il faut bien aussi qu'il y ait une sphère de formation qui doit fournir des compétences. Il faut qu'elle crée aussi une forme une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc tout ça, la formation, elle a une place prépondérante dans le pôle technologique, dans le pôle de compétitivité, parce qu'il faut le concours de tout le monde. Il faut créer cette synergie, il faut réunir toutes les conditions nécessaires, l'université, l'industriel, la formation professionnelle, les associations professionnelles, les filières aussi qui doivent être aussi identifiées et classées par typologie. Il faut aussi associer, il faut intégrer le management d'entreprise, parce que le plus souvent on a constaté au niveau des dossiers d'investissement que la plupart des dossiers sont faits par des bureaux comptables, par des comptables ou des comptables experts. Alors, pour répondre à la question du monsieur qui a posé cette question, c'est que pour la wilaya de Béjaïa, il lui faut des compétences en management. Il faut multiplier le nombre de bureaux d'études, de conseils en management d'entreprise. Actuellement, nous avons enregistré que 3 bureaux d'études qui peuvent faire ce travail. Pour un
pôle de compétitivité, il faut multiplier ça par 100, parce que chacun devra être spécialisé dans un segment. Donc, à mon sens, les études qui sont faites par des comptables et des experts comptables, je ne minimise pas de l'effort qui est fait en ce sens, mais pour un projet, il faut une vision beaucoup plus large qui puisse prendre l'aspect technologique et l'aspect économique dans toutes ces dimensions. Non, pour l'instant, ça va. Enfin, il faudra une deuxième salle d'intervention. Non, parce que je n'ai pas terminé. Allez, répondez à toutes les questions. Alors, donc, avec encourager l'emploi dans le cadre du CTA, je pense qu'il y a des institutions qui ont été créées pour proposer aux chefs d'entreprise et à l'investisseur des solutions. Donc, la question, c'est de savoir qui doit aller vers l'autre. C'est cette question qu'il faut régler pour un peu raccourcir la distance entre le pourvoyeur d'emploi et celui qui en quelque sorte autorise la création de l'emploi dans le cadre du CTA. Monsieur nous a posé la question de savoir quand est-ce que son projet sera agréé. C'est vrai que le monsieur il a posé son dossier au mois de juin ou au mois de juillet. Allez, il faut répondre en général, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut répondre en général par rapport au dossier. Ouais, non, parce que je sais qu'il il a dit, il a posé cette question pour en quelque sorte connaître la situation de son projet, mais bon, c'est vrai que je dois répondre généralement parce qu'on ne peut pas répondre particulièrement à chaque. Donc le problème qui se pose au niveau des dossiers qui demandent des assiettes foncières très importantes. Nous avons dit tout à l'heure que la wilaya de Béjaïa, le foncier industriel, il se fait rare. Même avec la création des nouveaux parcs industriels, la question du foncier industriel, face à la demande aussi importante et face à la demande aussi sans cesse croissante, il faut arriver à moduler le projet par rapport à ce qui pourrait être disponible. C'est vrai que certaines activités nécessitent des espaces importants. C'est la raison pour laquelle nous avons suggéré que la wilaya de Béjaïa doit être aussi érigée en pôle logistique. Un pôle logistique au niveau duquel on doit inscrire l'ensemble de ces activités qui utilisent des espaces, je dirais, de stockage, de froid positif et négatif, des parcs sous douane, les entrepôts publics et tout ça. Il faut lier aussi ce pôle logistique avec les fonctions du port et à la fonction de logistique pour les industriels. Donc, c'est vrai que ça fait quelques mois que votre dossier a été déposé, mais l'offre, la demande avec la taille de terrain qui a été demandée, actuellement elle n'est pas disponible. Les parcs industriels nouveaux sont en cours d'aménagement et les solutions ne peuvent être rapportées qu'une fois que ces parcs seront aménagés. Et je vous remercie. Merci, monsieur le directeur de l'industrie et des mines.
Juste pour compléter en fait ce que j'ai entendu donc des réponses, je m'excuse de ne pas avoir été présent, mais il fallait quand même assurer les médias, donc la couverture médias qui sont déplacés. Alors, en termes de formation universitaire et de prévision, là, c'est là qu'on voit tout l'intérêt et la pertinence du comité que M. Louali tout à l'heure a proposé d'installer. Alors, vous voyez bien que ce comité qui sera composé en fait de différents acteurs de la vie économique, la famille universitaire, les chefs d'entreprise, le FCE, l'ordre des architectes, et d'autres, parce qu'il va être ouvert, on va en discuter, c'est tout nouveau, donc on va en discuter bien entendu avec le recteur de l'université. Mais il aura comme mission, donc vous voyez l'intérêt, ça veut dire qu'avec les chiffres qui ont été présentés aujourd'hui, nous aurons une cartographie, nous aurons une vision des demandes d'investissement, nous pourrons faire une analyse par rapport déjà à l'existant, à ce qui existe déjà, par rapport aux besoins, et donc identifier les besoins, dans tous les termes du sens, dans tous les sens du terme, en termes de foncier, et puis aussi pouvoir pour l'université faire des prévisions de formation, puisque là on aura une vision de ce qui se fait, de l'investissement qui se fait. Concernant les dossiers d'investissement faits par des bureaux de comptabilité, effectivement, c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent ça comme une formalité administrative. Et là encore, pareil, je me retourne vers l'université. Pour moi, c'est le creuset, l'université. Vers l'université pour dire qu'avec tout ça, justement, avec ce comité, parce que le problème, c'est l'information. Donc il faut bien pouvoir capter l'information économique pour pouvoir la traiter et la mettre à la disposition du public, de tout un chacun, des professionnels. Donc, effectivement, parce qu'un dossier d'investissement, normalement, il y a une étude de marché qui est faite, c'est pas uniquement le projet lui-même avec tel qu'il est. J'en connais un bout de ces projets-là, et c'est vrai que c'est difficile ensuite pour l'organisme qui reçoit tout ça de pouvoir se faire une idée. J'ajouterais même l'aspect architectural. Bien sûr, pourquoi pas. Et puis, on n'en a pas parlé, mais un parc industriel, c'est un endroit de vie. Combien de milliers de personnes? On n'en parle pas, je ne sais pas s'il est prévu, mais on va y réfléchir, tous ensemble. Il faut qu'il y ait quand même des aires de jeu, il faut qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, il faut qu'il y ait des choses pour que les gens, après le travail, puissent... une salle de sport, je dis n'importe quoi, enfin des choses, il faut qu'il y ait aussi des cafétérias, il faut qu'il y ait de la restauration, c'est pas chaque entreprise qui va peut-être se débrouiller, il y a des grosses entreprises qui vont pouvoir gérer ça en interne, mais il y en a d'autres pas. Voilà, peut-être qu'il faut dédier des zones par rapport pour comment dire, mutualiser un certain nombre de services externes, dont par exemple tout ce qui est stockage, entreposage de produits finis, avoir une zone logistique intégrée à l'intérieur de la zone. Bon, donc problème d'espace, sélection des projets, donc pose problème de sélection des projets, pose aussi le problème du développement de l'offre foncière. L'idéal étant d'arriver à une offre égale à la demande ou à une offre supérieure à la demande. Voilà, c'était un peu donc de ce que j'ai entendu pour pouvoir apporter des précisions. Alors on va passer à une deuxième salve, on va dire, d'intervention avant de clôturer le débat. Oui, monsieur Talab, je vous en prie. Expert comptable, commissaire aux comptes, expert international, je suis membre de l'ordre des experts comptables, membre de la Chambre des commissaires aux comptes. J'ai été presque, je dirais, interpellé en tant que professionnel
par rapport au travail, je dirais, qu'accomplissent nos confrères dans le cadre des études de dossier d'investissement. La loi 1001, qui gère la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes, de comptable agréé, elle a défini les missions du comptable, les missions du commissaire aux comptes et les missions de l'expert comptable. Je saisis particulièrement cette occasion pour vous prendre un peu de temps, parce que j'ai assisté à pas mal de rencontres. Malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise, je jette la pierre à personne, n'arrivent pas à saisir quelles sont les limites de la mission du comptable, du commissaire aux comptes et de l'expert comptable. Puisque l'occasion m'est donnée, je vais essayer d'éclairer, de donner un peu plus de précision à l'assistance pour dire que les missions du comptable agréé se limitent à une tenue de comptabilité. On les appelle les teneurs de livres, monsieur. Ça s'arrête là. Il est exclu qu'il fasse le commissariat aux comptes. Il est exclu qu'il fasse les missions de l'expert comptable. Les missions du commissaire aux comptes, c'est tout à fait le contraire, monsieur. Il peut certifier les comptes, mais il est exclu qu'il fasse la tenue de comptabilité. Il est exclu également, malgré c'est une petite injustice, peut-être qu'il va être corrigé prochainement, il est également exclu des missions d'audit. Je reviens aux missions de l'expert comptable, puisque je suis expert comptable. L'expert comptable, il est ouvert, la loi lui donne cette possibilité de faire toutes les études, puisque nos cabinets ne se limitent pas uniquement aux professionnels du chiffre. Nous sommes également accompagnés par d'autres professionnels qui partagent avec nous le cabinet. C'est pour vous dire que moi j'ai fait la formation, tout le domaine de la comptabilité je l'ai fait. Tous les diplômes professionnels, je les ai faits. J'ai fait également les sciences économiques. J'ai passé 4 années à l'université d'Alger avec des professeurs émérites. Je vous cite Benissad, s'il y a des enseignants ici. Je vous cite Benachnou et d'autres, Douidar et ainsi de suite. Pour vous dire que la science économique, c'est pas un domaine chinois pour nous. Les experts comptables qui ont fait le cursus universitaire. Nous avons fait des évaluations économiques et une grande partie du dossier justement d'investissement, c'est des projections économiques et financières. D'accord? C'est les projections de bilan, les projections de rentabilité d'investissement. Il a akhiré. Moi je vais, si vous permettez, je vais vous retourner la question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on se pose la question sur les dossiers faits par les professionnels du chiffre, sachant qu'un grand nombre d'investissements réalisés dans ce pays, ils sont passés par ces cabinets. Sahara, je peux vous citer les confrères qui ont travaillé sur les dossiers d'investissement de Taharash, qu'on cite aujourd'hui comme étant le fleuron de l'industrie agroalimentaire de la Wilayat Béjaïa. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus de, comment dirais-je, de cantonnement dans les missions des cabinets. Moi, je me suis fait accompagner par des architectes dans les études que j'ai faites, y compris dans l'expertise judiciaire. Nous sommes également, je suis expert judiciaire depuis 1991. Mais quand on attaque, par exemple, une mission où il y a plusieurs disciplines, on demande au juge de nommer un autre expert qui va travailler en collaboration avec nous. C'est ça ce qu'on appelle les cabinets pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, on tend encore vers ce qu'on appelle les big five, je ne sais pas comment, les grands cabinets. Nous sommes appelés également à faire même les missions de ce qu'on appelle, qui sont aujourd'hui dévolues aux notaires.
Par exemple, l'accompagnement pour l'inscription au registre de commerce, le choix du type d'entreprise. Beaucoup de gens, ils se lancent dans les investissements, ils n'arrivent pas à distinguer qu'est-ce que c'est une Earl, qu'est-ce que c'est une SARL, qu'est-ce que c'est une SPA. Mais oui, monsieur, j'ai affaire à des propriétaires d'entreprises. Eh bien, nous avons constaté tout ça. Il y en a même des entreprises qui brassent des milliards. Mais quand il vient le moment où il doit agrandir son entreprise, il ne sait pas comment faire. L'expert comptable, il est là. En France, le premier qui accompagne, le premier professionnel qui accompagne à la création de l'entreprise, c'est l'expert comptable. L'expert comptable, il est de formation pluridisciplinaire. Il connaît le droit commercial, le droit social, le droit pénal spécial aux affaires, le droit civil. Vous voyez? Donc je reviens maintenant, si vous voulez, à la thématique des zones à dos d'activité. Moi, je vous pose ces questions toutes simples, monsieur le directeur, si vous permettez. Où se trouve la zone industrielle de Béjaïa? Si vous la connaissez, indiquez-moi l'adresse où est-ce qu'elle se trouve, la zone industrielle de Béjaïa. Je pense que c'est la seule wilaya d'Algérie où on constate les semi-remorques à l'intérieur du tissu urbain. La zone industrielle intégrée à l'intérieur du tissu urbain. Combien de walis qui se sont engagés pour justement arracher cette partie de ce qu'on appelle zone industrielle, ou les résidus de zone industrielle qui est là à l'intérieur de la zone urbaine. Des hangars au centre-ville, des semi-remorques au centre-ville. Monsieur Oltaleb, on a bien compris. Si vous pouvez juste abréger et poser vos questions. On a compris, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de déménagement de la zone industrielle de Béjaïa. C'est pas encore fait. On a investi tout un espoir sur Elxer, à 20 km de Béjaïa. Elxer, c'est devenu maintenant une zone d'activité, une zone de tam-tam, d'acheter. Vous voyez, j'ai été également commissaire aux comptes de la zone de ce qu'on appelle l'agence foncière intercommunale. Je peux vous dire un bout sur les affectations de terrain. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des terrains qui ont été affectés, il y a eu 0 investissement là-bas. Et j'aimerais bien vous poser une autre question. Les chiffres que vous avez donnés en matière d'emploi, j'espère que ce n'est pas les chiffres qui se trouvent dans les dossiers qui ont été envoyés à l'époque. Voilà ce que nous allons créer comme emploi. Ils ont été gonflés artificiellement pour attirer l'autorité publique pour qu'on leur affecte les terrains. Et les terrains, monsieur, ils étaient donnés au dinar symbolique à l'époque. Il n'y a eu aucune étude sur l'aménagement des zones. Et ça continue, je constate que 20 années plus tard, mais vous avez cité Bourassa qui est goudronné. Je suis désolé, mais qu'il y a un goudron au niveau du Bourassa. Je vous remercie. Merci, monsieur Oltaleb. Oui. Oui, monsieur. Je vais être très bref, je ne vais pas abuser de votre temps. Il est vrai qu'il y a un temps pour un discours, pour le discours, mais il y a un temps aussi pour l'action. Si vous pouviez vous présenter, s'il vous plaît. Ah, pardon. Je m'appelle Ziena Abdelkader. Parce que monsieur Oltaleb. Oui, c'est monsieur Oltaleb. Vous m'avez dissipé un peu. J'ai dit, il y a un temps pour le discours, il y a un temps pour l'action. Votre qualité. Pardon? Votre qualité, monsieur Ziani. Généraliste. Vous êtes? Généraliste. Ah d'accord, ok, généraliste. Donc vous intervenez en tant que citoyen.
absolument. J'ai dit, il y a un temps pour un discours, il y a un temps pour l'action. Nous sommes le 6 avril 2017. Pardon. L'Algérie aujourd'hui, elle est à un carrefour. Soit on prend la bonne direction, soit, je ne dirais pas les mots qu'il ne faut pas dire ici. C'est un plan. Un siècle d'économie. Un siècle d'économie. Pour acheter une parcelle de terre, pour investir, et investir proprement, avec toutes les responsabilités sociales, environnementales, نقدر السلاح ولا حوت عايم مقري فيك شي غير الموجة Ça veut dire sortir de l'assistanat. Ça veut dire sortir de l'aide de l'État. Notre pays, c'est ça. L'État, c'est mission. عياقنا للسبع بوثي الساس عقل خالة بليدي غابلي يكرهني مدن فلك اهاثنا نامك لك حسبك الوالي الوالي سيخ فيك يقول عيني يقول ارمي تجيض وحدي هي سيخ فيك يقول عيني يقول ارمي يدك وريضة وحدي هي لا يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا non urbanisable, à vocation agricole, conformément à la عياقنا للسبع بوثي الساس عقل خالة بليدي وابلي يكرهني مدن فلاك اثناناك لك حسبك سكل والي وسكل والي سيخ بيك يقول غينا يقول ارمي تجيضة وحدي هي سيخ فيك يقول غينا يقول ارمي تجيضة وحدي هي أفسان مقرحو في سين الرسلاميس نتسي روحنا كونين صواد نصواد عثا جعبو في ثب قرسي شبحو بسوميس ذكولي ورثي تسفحاد ورثي تسفحاد يسلي عودي يسلي بضل الخيالي سوى ما الطيلان عبد لا نعبد بروغراماتيك جالي ما يلزمش نقتلوا لي زونتربريز الجيريان سوى ما الطيلان عبد لا نعبد ما يلزمش لا 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 واش معناتها on a besoin de ces entreprises pour créer de la richesse. Ce n'est pas à l'État de créer des richesses. L'État, il est là pour réguler, pour veiller à la fiscalité, pour veiller à tout ça, à l'éducation, à la santé. C'est quoi votre l'acte économique doit répondre à une logique. Votre projet d'investissement. C'est une simple extension logistique d'un dépôt situé sur la RN12 à Miliana. Une simple extension. Ça nous a été demandé par la direction Énergie et Mines pour satisfaire le cahier de charge. On a été sur le terrain pour une extension logistique. Un simple dépôt. Vous exploitez un dépôt actuellement. Vous exploitez un dépôt. On exploite déjà un dépôt qui existe. D'accord, vous voulez faire une extension. Sur un terrain agricole, privé, dont vous n'êtes pas propriétaire. C'est ça. Mais c'est pas obligé de faire mort.
vous êtes en train d'exposer votre cas. C'est un forum aussi. Parce que si on n'expose pas les problèmes concrets, individuels même, on n'arrivera à rien. Des généralités, le kharj من discours et je vous remercie. يعطيك صحة, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Comme ça, paraître aux gens émotifs, peut-être faut mieux faire passer le message. Et je vous remercie encore une fois. Merci à vous, M. Ziani, merci à vous. Une autre intervention? Oui. Bonjour à tous, c'est M. Hachmaoui, enseignant à l'université de Bjaya. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je viens de lire sur Facebook, donc Algérie 360, des déclarations d'un grand investisseur ici en Algérie, qui dit en Algérie il faut mendier un lot de terrain et une autorisation pour créer de la richesse et des entreprises et des emplois, pardon. Alors qu'à l'international, on facilite tout un investisseur. Donc ma question elle est adressée à Monsieur le directeur de l'industrie et des mines. Est-ce qu'au bout d'un moment, l'administration ne se sent pas déconnectée de la réalité des choses? Je vais m'expliquer. Est-ce que, à travers l'ensemble des actions, elle se réfère aux besoins des concernés, c'est-à-dire des investisseurs? Ça, c'est d'une part. Est-ce que vous faites des diagnostics territoriaux, c'est-à-dire pour mieux orienter l'action en matière de développement local, en matière industrielle, en fonction des besoins territoriaux et en répondant aux spécificités territoriales? Parce que, d'après ce que vous venez de dire, dans l'une de vos réponses, donc vous avez une liste d'activités qui est parachutée par la centrale, c'est-à-dire par les services du gouvernement, je suppose, et vous essayez de les appliquer au niveau territorial. Donc, je réitère ma question, est-ce que vous faites des diagnostics et avec qui? Est-ce que vous impliquez les acteurs locaux, que ce soit les industriels ou les investisseurs, etc., pour mieux orienter l'action d'un point de vue industriel? Je vous remercie. Besoins territoriaux, c'est noté. Une autre intervention? Après, parce qu'on va clore. Hein. Ok. Bien. Donc, si vous permettez, monsieur le directeur, puisqu'en fait, ce sont des questions qui nous interpellent tous et qui nous interpellent aussi en tant qu'organisation patronale. Moi, je dirais donc juste un mot par rapport à la profession d'expert comptable. Effectivement, la profession expert comptable est parmi les professions qui sont, comment dire, donc partie prenante dans les investissements et dans l'acte d'investir, avec d'autres conseillers qui ont fait aussi des études en termes de gestion, etc. En tout cas des études universitaires. Moi, mon questionnement, et vous le savez, hein, monsieur Oltalab, mon questionnement, c'est qu'au niveau des experts comptables, moi j'en comptais 3 dans la wilaya, et puis on m'a rectifié il y a quelques jours, on m'a dit non, il y en a 2. Alors je ne sais pas si c'est 2 ou 3. Franchement, il y a le problème de formation d'experts comptables, notamment de jeunes experts comptables. Je comprends qu'on ne peut pas être expert comptable à 25 ans, bien entendu, c'est tout un parcours, c'est tout un apprentissage, c'est tout... peut-être que 2, c'est pas suffisant aussi pour de l'encadrement, mais effectivement, la problématique se pose. Et je pense qu'il faut voir avec l'université. Je sais que c'est un diplôme, c'est un examen national, hein, mais la préparation, donc il est question de la préparation à cet examen, et il faut bien voir avec l'université comment faire
en sorte d'avoir plus d'experts comptables dans la wilaya, surtout que maintenant, la situation d'aujourd'hui n'est pas la situation d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Il y a quand même des entreprises qui ont besoin de cette expertise-là, puisqu'il y a des grosses boîtes, disons-le comme ça, implantées dans notre wilaya, et puis d'audit. Il n'y a pas que la mission pure d'expertise comptable, il y a les missions d'audit que vous avez citées, les missions justement de dossiers d'investissement, donc d'accompagnement des investisseurs, d'interlocuteurs des pouvoirs publics, et tout ça, cette profession-là. Donc franchement, aujourd'hui, moi je suis toujours étonné de voir que le nombre d'experts comptables n'a pas évolué. Est-ce que les gens sont découragés par le parcours? Est-ce que... Voilà. Donc, effectivement, ça c'est une problématique qui est posée et que vous avez bien posée. Et effectivement, vu les agréments tels qu'ils sont délivrés aujourd'hui, clairement, ce sont les experts comptables avec d'autres, je dis avec d'autres, parce que c'est un domaine qui est ouvert. Il n'est pas fermé, il n'est pas régi par une réglementation. Je parle de pouvoir faire des dossiers d'investissement, etc. On peut ouvrir un cabinet d'audit, on peut ouvrir quand on est diplômé universitaire dans le domaine. Après, il faut faire ses preuves sur le terrain, bien entendu. Alors, bon, là, je termine là-dessus, puis je vous donne la même, monsieur le directeur. Le dépôt Ouadrir, M. Ziani. Le dépôt Ouadrir, que vous dire, je comprends, c'est votre vie que vous avez mis, qui est là, qui est dans ce dépôt, dans cette activité-là. Mais les textes sont des textes. Et en fait, la problématique que vous posez, c'est le long de la RN12, parce que s'il jouxte vraiment la nationale, la RN12, si je me trompe pas, donc c'est après le Xor, en montant vers Dakar. Vous avez dit 12 ou 26? Ouadrir, non, c'est la RN26, parce que vous avez dit 12, donc c'est pour ça. Donc c'est la RN26, hein, je corrige, c'est la RN26 à Ouadrir. Alors, je continue mon propos. En fait, la problématique qui est posée, qu'il faut poser, parce que justement, des fois, il faut réfléchir pour poser correctement les choses. Parce que quand on les pose de façon individuelle, d'après ce que vous avez énoncé, vous êtes, excusez, passez-moi l'expression, c'est pas agressif du tout ce que je veux dire, mais vous êtes hors la loi. Voilà. Donc la problématique qu'il faut poser, c'est que sur le long de la RN12, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est normal aujourd'hui que ces terrains-là soient toujours à vocation agricole, sachant que c'est déjà urbanisé? Alors à dire non urbanisable, alors si c'est déjà urbanisé, donc il faut voir est-ce que vous êtes isolé ou est-ce que vous avez autour de vous un environnement urbain. C'est tout un travail, même industriel. Donc c'est tout un travail qui est à faire avec le comité aussi. Peut-être que votre dossier devrait, peut-être, je ne sais pas, devrait peut-être être posé au niveau du comité d'architecture, pourquoi pas. Parce que le comité d'architecture, tel que l'a expliqué M. Wali, doit statuer sur les nouveaux projets en termes d'architecture, d'intégration au site, de plans de recollement, ce genre de choses. Mais aussi, je pense, doit contribuer aussi sur le plan urbanistique de façon générale et sur le plan donc justement des d'eau et même des postes et ce genre de choses, doit contribuer aussi à régler un certain nombre de situations, à régulariser peut-être même un certain nombre de situations. Voilà, c'est pas facile parce que les terres classées agricoles, c'est intouchable. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui est dit, c'est la doctrine, c'est répété par tous les responsables et à leur tête le Premier ministre. On ne touche pas à l'agriculture, aux terres agricoles. Nous ne partageons pas cette vision, clairement. Nous, FCE, nous ne partageons pas cette vision. Il faut que les choses soient revues par rapport à la réalité du terrain, par rapport à ce qui existe aujourd'hui et par rapport à nos besoins. Si une terre a un faible rendement agricole, que par contre, au niveau commercial, elle peut représenter une plus-value pour la population qui est implantée, ou au niveau industriel ou autre. On dit petite industrie, pas des industries lourdes, polluantes, etc., mais on parle de petites industries. Alors oui, pourquoi pas, il faut y aller. Sachant que le processus est tout un processus qui arrive, qui est statué au niveau
centrale, au niveau du gouvernement, pour déclasser un terrain agricole. C'est pas au niveau de la wilaya. Voilà, donc je préfère vous répondre parce que s'il y a des compléments par rapport à ça, et oui, s'il y a un complément, vas-y. Donc, monsieur Ikhlef, président de l'Ordre des architectes, qui va te donner un complément d'information. Merci. C'est juste par rapport au comité de wilaya d'architecture. Donc, juste une précision. Hein. Donc, ça va se discuter, pas dans le détail. Parce que la loi est la loi. Il y a le guichet unique qui traite les permis de construire. Le comité de wilaya d'architecture, il va essayer, vu le constat qui a été fait d'abord par la population, et puis par un certain nombre d'investisseurs, et par tout le monde, d'un constat entre guillemets, je reprends le langage commun qui a été arrêté, une urbanisation anarchique, qui ne travaille personne, ni le simple promeneur, ni l'investisseur, ni le citoyen, ni personne, quoi. Donc il y a eu, c'est-à-dire un moment où on s'est dit, il faut alerter. Nous l'avons fait avec Tarwa Wali. Nous avons prévenu, c'est-à-dire d'un tel état de fait qui va se répercuter négativement sur tout le monde. Quand je dis tout le monde, donc c'est tout le monde. C'est l'investisseur, c'est celui qui achète le produit, par contre, il y a une autre dimension qu'on a dit, c'est pas arrêter, c'est pas de s'arrêter mais de mieux recadrer l'urbanisation, de mieux réfléchir la vie, donc le territoire de la wilaya de Béjaïa, de mieux le revoir, et surtout pas de continuer à produire un espace et un territoire par addition de permis de construire. Permis plus permis plus permis plus permis. Autrement dit, si je ramène aujourd'hui une carte avec les étudiants qu'il y a à l'université d'architecture, qu'on soit honnête et sincère et on va affronter le problème. On ramène tous les projets qui sont en cours de traitement en termes de permis de construire, on les met sur la carte du territoire. On ne va plus respirer. Il faut que les gens prennent conscience. C'est pour ça qu'il a insisté. Le premier comité qu'il a installé, c'est le comité d'architecture. Pas que les gens prennent le sac du blocage, de la bureaucratie, comme on voit dans les réseaux sociaux. Et non, on va recadrer. On va recadrer. Et la qualité architecturale du bâtiment dépend de la qualité architecturale de la ville. Et les gens, le bâtiment, l'architecture, ils l'ont réduit au projet lui-même. L'architecture l'architecture de la ville. Inch'Allah, on va travailler avec l'université sur ce thème. On l'a comme initiative qu'on va s'adresser à l'université parce qu'il y a un problème. Il y a une actualisation au fait des débats au niveau de l'urbanisme et de la ville. Parce qu'il y a d'autres besoins. Et ça va vite, ça va très vite. Et l'expression du besoin au niveau physique, c'est l'architecture qui le produit. Elle le produit, c'est-à-dire, en général, c'est un message que je lance aux investisseurs FCE. Dans leur programmation, l'opérateur public ou privé, dans la programmation de son investissement, il doit intégrer la dimension architecturale et urbanistique, surtout s'il est dans la zone urbaine. Et le monsieur Derdar, la zone d'activité, elle était à la périphérie de la ville. Mais la ville n'attend pas, si on ne la réfléchit pas. Elle s'est densifiée, la ville, donc l'urbanisation. On se retrouve avec une zone d'activité en plein centre urbain. C'est un conflit urbain, c'est un enjeu urbain d'Amqaran qu'il faudrait l'affronter. Quelle est l'opportunité maintenant c'est-à-dire notre approche est autre, c'est-à-dire les autres que les autres secteurs, bien sûr. Mais en urgence, tout le monde doit prendre conscience que l'intérêt de l'investissement, il est aussi dans l'épanouissement de la ville. Dans l'épanouissement de la ville, il y a beaucoup d'investisseurs privés au centre de la ville. L'extension de leur activité, elle doit être en synergie avec le développement urbain de la ville, parce qu'un autre investissement qui est juste à l'autre côté, dans le tourisme, pourrait éventuellement dire c'est quoi ça?
نخدم على التوريزم يكون واقع لكم في تما سي l'État a donné notre permis pour quelqu'un d'autre. Donc cette synergie et cette complémentarité, elle ne peut que se réfléchir dans un cadre le comité de wilaya d'architecture. Mais par contre, les investisseurs, c'est un appel. J'ai lancé déjà un appel il y a 15 ans pour le comité de wilaya d'architecture. Je lance un appel pour les investisseurs, pour qu'on ne tombe pas dans des erreurs nettes, dans la programmation de leurs investissements, quand ils sont dans la ville, ils intègrent la dimension esthétique de la chose. Et merci. Yatik Saha, Monsieur le Président de l'Ordre des Architectes, Monsieur Khlef, pour l'intervention. Voilà, donc, Monsieur le Directeur, si vous voulez bien intervenir sur la thématique de la zone industrielle à l'intérieur de la ville de Béjaïa, et puis par rapport donc aux besoins territoriaux, hein, donc Monsieur Chmaoui qui a proposé la problématique, est-ce que vous vous référez aux besoins territoriaux? Il a posé la problématique qu'en fait, le parc industriel a déjà comment dire, une classification d'investissement qui n'est pas faite au niveau local mais au niveau central aussi. Oui. Merci, Dr Azog. Donc je ne vais pas revenir sur les cas dont vous avez déjà répondu, mais j'ai apprécié l'intervention de M. Mouhtari, l'expert comptable. On partage les mêmes points de vue. C'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc je ne reviens pas là-dessus. Sauf que parfois, il me semble que à l'examen des dossiers, à l'analyse des dossiers d'investissement, le plus souvent, on ne laisse pas la latitude au bureau d'études de déterminer la superficie exacte du projet. Le plus souvent, c'est l'investisseur, lorsqu'il sollicite un bureau d'études, il lui dit, voilà, j'ai besoin de 5 hectares, tu me fais un projet sur 5 hectares, pour 5 hectares. Mais il ne lui dit pas, je veux créer un projet sur telle activité d'une capacité de production de temps. S'il vous plaît, faites-moi l'étude et dites-moi quelles sont les solutions. Donc, parfois, le rôle, on ne laisse pas la latitude au bureau d'études de réfléchir sur l'ingénierie du projet, ni sur le management du projet. On ne demande pas au bureau d'études aussi de nous fournir un benchmarking. On ne le demande pas parce que c'est compliqué pour les uns et pour les autres. On s'arrête à une étude technico-économique dans laquelle il est prévu un certain nombre de points qu'il faut respecter. On n'est pas sévère là-dessus. Au sujet de la délocalisation de la zone industrielle de Béjaïa, la zone, elle est là, c'est un fait accompli. Il est, de par son étendue, elle a été absorbée par le tissu urbain. Des solutions ont été envisagées dans le temps par la délocalisation et tout ça, mais la question qui se pose a priori, à quel coût? Est-ce que dans la conjoncture actuelle, que ce soit pour une entreprise publique ou une entreprise privée, qui va supporter le coût de la délocalisation économique et sociale? Parce que lorsqu'on délocalise, nous avons déjà une disponibilité foncière à mettre à la disposition de l'investisseur, et aussi au moment de la délocalisation, il faut fermer. Il faut fermer et mettre à la porte le personnel employé. Donc il y a un coût social. Maintenant, c'est vrai que Béjaïa n'est pas l'exception. Plusieurs villes coexistent avec des zones d'activité. D'ailleurs, même des zones d'activité ont été même ont guidé même le projet urbain des villes. Donc,
la difficulté, elle est là. Lorsqu'on est à proximité d'une activité industrielle, il y a un certain nombre de garde-fous à mettre. Il y a des servitudes, il y a des risques d'explosion, il y a tout un programme de sécurité industrielle à implanter au niveau pour préserver les citoyens des effets qui peuvent se produire. Maintenant, le coût de la délocalisation, il est à réfléchir. Parce que j'ai toujours dit que Béjaïa, quelle que soit l'offre foncière dont elle va disposer, l'offre sera toujours faible et n'arrivera jamais à absorber la demande. Donc, ces unités, surtout publiques, j'ai estimé une superficie de 50 hectares des unités qui sont touchées par la délocalisation. Où est-ce qu'on peut trouver 50 hectares? Au parc industriel d'Al-Qsar, nous n'avons pas cette superficie. Au parc industriel d'Al-Qsar, nous avons 175 hectares, mais ce qui peut être concédé, c'est 50%. Tout le reste, c'est des servitudes, c'est des espaces un peu verts, des espaces un peu destinés au cadre amélioration de l'activité, enfin du bien-être que ce soit de travailleurs ou de visiteurs. Ces zones, le parc industriel, là j'enchaîne sur peut-être une interrogation que le docteur Azoug a soulevée tout à l'heure, c'est que ces parcs industriels sont conçus de telle sorte que l'activité soit vivante de nuit et de jour. Donc toutes les commodités seront fournies, seront créer à l'intérieur de ces espaces, hébergement, restauration, services bancaires, services, je dirais, recherche, tout ça sera implanté au niveau de... Maintenant, les solutions d'une délocalisation, dans l'immédiat, elles ne sont pas évidentes. Dans l'immédiat, elles ne sont pas évidentes, parce qu'il faut quand même mesurer l'importance du coût économique et social. À la question du monsieur qui s'est posé la question si l'administration est déconnectée de la réalité. Je ne vois pas comment l'administration... Monsieur oui. On va devoir conclure. Donc en fait, je crois que la problématique qui a été posée, c'est celle des besoins territoriaux. Oui. Et donc, si les besoins territoriaux, c'est bon, après la forme, comment ça a été managé, on va laisser tomber la forme. Allez, les gens des votes s'expriment d'une façon. Si vous pouviez pas, sans vouloir vous presser, parce que nous sommes attendus par ailleurs, conclure dans les 2-3 minutes. Merci. Bon, pour les besoins territoriaux, je serai partant du principe que chaque territoire doit préparer d'abord son offre foncière à mettre à la disposition de l'investisseur. Il faut partir de ce principe pour mener une action d'investissement, sachant bien sûr les spécificités de chaque zone, de chaque territoire, et sur la base aussi d'un diagnostic territorial. Je suis d'accord pour ce constat, mais je suis d'accord parce que il se trouve que j'ai fait des diagnostics territoriaux dans ma carrière professionnelle, parce que je suis issu de l'aménagement du territoire et je sais ce que c'est que le constat et le diagnostic territorial. Donc, le constat territorial, il se base non seulement sur l'évocation réelle de chaque terroir, mais aussi sur les synergies qui peuvent être créées au niveau de chaque territoire et sur les possibilités qu'on peut aussi pas créer des opportunités d'investissement, mais sur les opportunités aussi qu'on peut capter et qui sont de nature à créer toute une dynamique. Donc ça c'est pour résumer.
Ça, c'est pour résumer, pour ne pas trop m'étaler sur le sujet, parce qu'il est vaste et passionnant. J'espère renouer avec d'autres, c'est-à-dire les événements, pour aussi débattre d'autres aspects de la vie économique et surtout industrielle de la wilaya de Béjaïa. Yatik Saha, M. Hamzaoui, Monsieur le directeur d'industrie et des mines. Voilà, donc nous arrivons au terme donc, de cette 7e édition des rendez-vous économiques du Forum. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à une prochaine rencontre qu'on n'appellera pas édition du Forum, ce ne sera pas la 8e, mais ce sera une rencontre avec la communauté universitaire qui associera donc l'université, la wilaya, donc M. Louali, puisqu'il l'a annoncé tout à l'heure, et puis les opérateurs économiques et les investisseurs à travers le FCE, dans laquelle nous allons poser donc les problématiques de toutes ces synergies à créer et puis aussi où on va devoir, puisque c'est la demande de M. Louali, donc donner des conclusions de ce qui s'est dit aujourd'hui, de ce qui a été présenté aujourd'hui, et pour éclairer un peu tout ça et donner une visibilité par rapport à l'investissement. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir été patients et d'être restés avec nous jusqu'à cette heure-ci. À la prochaine. Au revoir.